Si je fais des cuts où je me regarde dans la glace. À ce point. Non, mais une image, c'est important. Sur les réseaux. L'image, c'est important Sur les réseaux. Tu sais que ça, je le couperai pas. Non, tu couperas pas, mais c'est Bon, salut, c'est Gilou. Et donc, je fais des podcasts. Voilà, on est sur Gilou Tamalou, une chaîne où on parle de santé, on parle de prévention, mais on parle aussi de jeux de société, on parle de romans, on parle de méthode d'écriture. Et là, on fait des podcasts, on aborde plein de sujets. Et pour un sujet spécifique, voici Léna, qui est une copine qui bosse dans plein de trucs, elle va vous expliquer. Mais voilà, c'était bien d'avoir une jeune entrepreneuse motivée qui réussit. Merci beaucoup. C'est ça. C'est gentil. Et qui t'es? Raconte-nous. Moi, je m'appelle Léna, je suis à Bordeaux depuis quelques années maintenant, j'ai 30 ans et j'ai créé ma startup MyVisitor, une application qui permet de visiter un appartement à distance sans se déplacer. On s'est dit avec mes associés avec qui on a galéré que ça serait tellement plus pratique aujourd'hui de pouvoir visiter un appartement à distance en confiant la visite à un habitant local qui va aller faire des photos et des vidéos de chaque pièce de l'appartement, des parties communes de l'immeuble et du quartier, avec évidemment un compte rendu que tu reçois en moins d'1 heure pour faire ton choix. Et à côté de ça, je fais plein d'autres choses et je suis ravie de pouvoir venir en parler aujourd'hui dans ton podcast, Gilou. Juste un point quand même sur MyVisitor vu qu'on est dessus. C'est parti d'une idée où moi je suis à Paris, je cherche en tant qu'étudiant par exemple un appart à Bordeaux, c'est la galère. Exactement. Je dois prendre un billet de train, ça me coûte 80 balles, je fais l'aller-retour, ça me prend ma journée. J'ai peut-être des révisions, peut-être autre chose à faire. Et sur le coup, en fait, en passant par l'application MyVisitor, ça me permet d'avoir quelqu'un qui est dans la même situation que moi, qui pour à peine 20 balles, je crois. Pour 30 euros. 30 Exactement. Euros. Il fait la visite avec un compte rendu des photos, des machins, son avis vraiment de est-ce que oui ou non ça vaut le coup. Exactement. Et en plus, une fois que tu as fait l'aller-retour toi sur place, tu n'es même pas sûr d'avoir l'appartement. Tu vois, tu n'es même pas sûr à la fin que le logement te sera attribué. Nous, c'est une galère qui nous est arrivée avec nos associés. Voilà. En général, quand je raconte ça, tout le monde me dit « Oh, non mais moi aussi, après le bac, oh ma sœur, oh j'ai dû faire les visites de mon mec et tout ». Et on s'est dit, mais à l'heure où en fait tu peux tout commander sur Uber, sur Internet, comment ça se fait qu'il faille faire des centaines de kilomètres pour en fait une visite qui va durer 20 minutes. Si seulement tu avais quelqu'un sur place qui pouvait vérifier sur toi, ça serait tellement plus simple. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée, à la base que pour les étudiantes, parce qu'on était nous-mêmes étudiantes quand on a créé l'application. On n'a pas attendu la fin de nos études et aujourd'hui, je suis très contente parce que ça fonctionne bien et on ouvre même l'application pour les salariés, les jeunes pros qui, eux, sont mutés pour le travail parce qu'au final, même galère, encore plus parce que là, tu as les enfants, le travail, tu as plein d'éléments à prendre en compte. Alors qu'un logement étudiant, vas-y, au bout de 6 mois, ça se trouve, tu peux le quitter. Là, en général, tu aimes bien rester. Donc, c'est une folle aventure qui a commencé il y a maintenant 5 ans. Et je suis très contente de voir comment ça évolue et de pouvoir venir parler d'entrepreneuriat parce que c'est vrai qu'en plus, grâce à mes visiteurs, on a gagné pas mal de prix. J'ai pu évoluer dans l'entrepreneuriat féminin également et donc j'ai pu apprendre pas mal de choses rapidement, je trouve. On commence direct par la polémique ou pas? Quelle polémique! Entrepreneuriat féminin. Est-ce que l'entrepreneuriat c'est hardcore quand t'es une fille ou est-ce que on se dit c'est des bols sur la table quoi. Je pense que ça dépend des secteurs. Tu vois, moi dans la tech, on est quand même dans un monde très masculin. Je pense aussi qu'il faut définir entrepreneuriat, tu as entreprendre dans des entreprises plutôt classiques, on va dire, et entreprendre dans l'innovation. Avoir une vraie forme d'innovation. Toi, c'est l'innovation. C'est ça. Ça va être de l'innovation de rupture ou de l'innovation d'habitude. Nous, on est sur un peu à la Blablacar. Ça existait de faire du covoiturage, mais on a créé une plateforme qui permet de le faciliter. Nous, les visites d'appartements, ça existait déjà, mais on a facilité le fait de pouvoir le confier à quelqu'un d'autre. Et donc, on est dans une innovation d'habitude. Les gens ne se comportent plus de la même manière. La dernière en date que tout le monde a connue, c'est Doctolib. Aujourd'hui, du jour au lendemain, pour prendre rendez-vous, c'est Doctolib, on t'appelle plus, on n'appelle plus. C'est hyper pratique. Voilà. À chaque fois, je prends l'exemple parce que je donne des cours à côté. Je dis à mes étudiants, mais quand vous étiez petits, comment votre maman, elle prenait rendez-vous chez les médecins? Ah elle l'appelait. Aujourd'hui, comment vous prenez rendez-vous?
avec Doctolib. Donc, on voit que les habitudes, elles changent. Ouais. Donc, nous, on est sur une innovation d'habitude et justement que les gens prennent l'habitude de plus avoir à prendre le train ou à louper une visite, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dispo et prennent l'habitude de pouvoir la déléguer à quelqu'un. Un peu comme on fait avec maintenant Deliveroo, ce genre de choses. On a pris l'habitude de pouvoir confier ce genre de tâches. Nous, on s'apparente plus à Doctolib, à Blablacar, parce que j'aime bien le fait qu'on ait simplifié, digitalisé quelque chose qui existe déjà entre humains, en fait. Et donc, il y a l'innovation et il y a la tech. Dans ce milieu-là, on est sous-représenté, ça c'est sûr. Je pense que c'est pas une problématique tant que tu vas pas chercher d'argent et tant que tu veux pas d'enfants. En fait, je pense que, voilà, à partir du moment où tu vas pas faire de levée de fonds et que tu n'as pas d'enfants, c'est OK. Ouais. Dès que tu rentres dans ces deux domaines-là, ça devient plus compliqué. Parce que déjà, tu te retrouves avec des investisseurs qui sont majoritairement des hommes, qui n'ont pas l'habitude d'avoir des femmes. Nous, on est 3 femmes cofondatrices, donc souvent ça surprenait. On est aussi de base, aujourd'hui on est un peu plus mature, mais on avait tout à la base moins de 25 ans. Donc c'est des choses chez des hommes, 3 hommes de 25 ans sortis d'études qui créent une boîte. Ça paraît logique. Voilà, 3 femmes, on a senti que les gens vraiment tiquaient. Mais à côté de ça, j'ai pas eu plus de barrières que ça. Quand j'échange vraiment avec des femmes qui ont des boîtes depuis plusieurs années, je sens qu'il y a eu beaucoup de plâtre essuyé avant nous, déjà. Ça, c'est vrai. Ça même Merci dit... à ceux d'avant. Mais vraiment, et ça a été dit à Vivatech pendant la conférence, comme quoi, il y a des femmes qui ont vraiment, celles qui ont 40-50 ans, elles ont vraiment essuyé les plâtres avant nous, et merci mesdames. Donc aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile. On a des subventions, on a des incubateurs, on a des choses qui sont mises en place pour un peu aller rechercher de la parité. Mais c'est plus une question... en termes d'aller chercher des fonds, ce genre de choses, je sais que je connais des entrepreneuses, elles sont allées chercher des fonds enceintes, tout de suite on les regarde d'un œil différent. Alors que si c'est un homme qui a sa compagne enceinte, ça pose moins de problème. Oui, le banquier, pour aller chercher un prêt à ta boîte, c'est pas trop un critère, quoi. Ouais. Donc en soi, je trouve qu'on empire plus que ce que c'est, mais c'est plus une sous-représentation, souvent pas beaucoup dans la salle, quoi. Ouais. Donc sur le coup, ça a vachement changé. Grâce à ceux qui étaient les pionniers. Complètement. Maintenant, il y a un genre de surprise initiale, mais après, dans les négociations, tout va bien. Oui, tout va bien. C'est plus quand je vais dans des secteurs un peu plus classiques, on va dire, dans des entreprises plus classiques, souvent, on sent qu'ils ont plus l'habitude, ils n'ont pas l'habitude de nous percevoir comme des femmes chefs d'entreprise, présidentes. Que là, d'un coup... on va penser qu'on est là pour faire le RH ou la communication. Non, mais c'est un peu cliché. Je vais prendre une décision tactique. Voilà, il y a un peu ce côté-là, quoi. Donc, c'est plus, on sent la surprise au premier abord. Mais une fois la surprise passée, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on part du principe qu'on va juger quelqu'un sur ses compétences et sur ses résultats. Et c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus acquis. Donc, une fois la surprise passée, quand ils voient tout le travail qui a été accompli, où on en est, il y a encore plus de mérite, limite derrière, en disant bravo, on ne s'attendait pas à autant, quoi. Ça marche. Et tu disais, oui, que la maternité peut poser problème. Ouais, c'est un sujet, je vois, qui tourne beaucoup autour de l'entrepreneuriat, parce que on considère tous que notre entreprise, c'est notre bébé. Et quand on fait un nouveau, et qu'en tant que femme, ton corps est impacté par la grossesse plus le postpartum après coup, comment est-ce que tu gères? Comment ta priorité qui a été ton entreprise ne peut plus être à part autant ta priorité à ce moment-là? Et j'entends beaucoup de femmes qui essayent de jongler, qui essayent de faire du mieux, mais que ça reste un vrai sujet, que ce soit quand c'est ta boîte en tant que femme ou même quand c'est votre boîte en tant que couple. Il y a forcément un moment, comment tu gères ces deux priorités que tu as envie de mettre au même plan, mais qui sont juste pas possibles. Alors moi, j'ai une question. Le modèle, on va dire, ancien, c'était la maman s'occupe des enfants et le papa, il passe toute sa vie au travail. Est-ce que là, c'est la maman passe toute sa vie au travail et puis le papa s'occupe des enfants?
Ou est-ce qu'il y a un équilibre moderne à trouver? Je pense que c'est ça qui est compliqué. Polémique, Moi, encore. ouais, c'est ça. J'ai pas d'enfant, mais je pense que je suis l'aînée de 7 enfants. Donc, belle vision de ce que représente la maternité. Parce que l'aîné, 7 enfants, t'étais là, quoi. Oui, j'étais la première. Ouais, donc t'étais là à chaque fois À chaque et fois, t'as bien voilà. accompagné quand même. Ouais, le dernier, j'ai 17 ans d'écart. Donc, ouais, c'est vraiment. Quand j'avais 20 ans, il en avait 3, quoi. Donc, les couches, le biberon, tout ça, je connais bien. C'est plus. Justement, c'est génial, on a accès en tant que femme maintenant au travail, à notre indépendance, mais en fait, à tout avoir, on nous demande de tout gérer. Et c'est plus ça. C'est plus, en fait, en plus du rôle de mère, il faut venir rajouter le rôle d'épouse aussi, enfin de compagne, et le rôle de salariée, de dirigeante. C'est vrai que moi, ça m'a fait du bien même d'entendre des grandes dirigeantes. J'ai eu la chance, grâce au prix que j'ai gagné, j'ai Be a Boss, le plus grand concours d'entrepreneuriat féminin en 2024. Merci. De rencontrer des femmes vraiment à des postes importants et d'entendre ces femmes qui paraissent derrière une posture dire bah ouais, quand je rentre le soir chez moi, des fois je craque, des fois c'est dur, de dire ok, en fait, ça concerne toutes les femmes et même celles qui paraissent de fer et de pouvoir et d'influence. Et des fois, elles se disent mais pourquoi je ne suis pas comme elles, pourquoi je n'ai pas autant ce mindset. Et en fait, on se rend compte qu'elles sont aussi impactées. Et le problème, c'est, voilà, comme tu dis, soit il y en a un qui travaille, l'autre qui reste à la maison, mais quand tout le monde veut avoir une carrière professionnelle et avoir une famille, comment tu répartis ces rôles-là, sachant que, encore une fois, la partie grossesse et postpartum ne peut pas être déléguée. Et que forcément, là je parlais avec une entrepreneuse, de par sa grossesse compliquée, elle n'a pas pu aller à un salon à Las Vegas. Ouais. Voilà, tu vois, c'est comme ça, tu peux pas. Et donc il y a un moment où ça devient forcément une priorité. Il faut se reposer sur ses associés, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais quand ton associé c'est ton mari. Ah oui, non, et c'est plus dur. Hein. C'est plus dur. Oui, tu vois, donc c'est ça aussi. Ce qui était son cas. Ce qui était son cas. Voilà. Il faut quelqu'un qui bosse avec toi de confiance, quoi, qui est bien formé. Il faut pouvoir recruter en plus. Ah oui, il faut l'argent aussi. Ouais. C'est ça le problème. Bah oui, il faut les fonds. Oui. Parce que si tu ne peux pas le faire toi-même, il faut le déléguer. Mais pour le déléguer, il faut payer. Moralité, il faut déjà avoir réussi pour continuer à réussir. Exactement. Donc moi, j'aimerais bien me dire... Tu sors les rames et... Qu'aujourd'hui, on va essayer de trouver un système qui permet un peu à tout le monde de perdurer et de pouvoir mener de front ces deux vies, quoi. Bon, aujourd'hui, voilà, je te dis, moi, mon bébé principal, c'est My Visitor, mais peut-être pas pour toute la vie, quoi. T'as quel âge maintenant? Je viens d'avoir 30 ans. 30 ans. Tu comptes un jour avoir des enfants? Oui, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. J'ai beaucoup aimé grandir dans une famille avec des enfants, donc... Il y a un timing à trouver, c'est ça? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as une recette pour ça? Ou est-ce que tu cherches encore? Ou est-ce que c'est au cas par cas? Je sais pas. Je pense que c'est au cas par cas, ouais. Clairement, c'est au cas par cas, c'est selon tes envies, ta situation, et je le vois autour de moi, c'est... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, c'est selon ton timing, en fait, perso, quoi. Je vais donner mon timing à moi, tu vas me dire ce que tu en penses, mais voilà, moi j'ai investi pour créer des structures de santé. Et donc, j'ai rencontré ma femme, je crois, à 37 ans. Ok. Mais en fait, je rencontrais plus tôt, toutes mes aventures que j'ai eues plus tôt, ça, c'était pas possible, ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, j'étais pas là. Tu vois, j'arrivais au boulot à 7h et je partais à 1h du mat. Et donc, soit tu étais sur mon lieu de travail et là, je pouvais te croiser, mais sinon... Et pareil, des fois, on me dit « Ouais, ce week-end, tu fais quoi ?» Ce week-end, je travaille sur mes trucs, j'ai rendez-vous, machin. Et au final... ça me fait tousser. Et au final, tu vois, j'ai dû attendre que ça fonctionne financièrement pour avoir du temps libre. Pour après vraiment pouvoir investir. Parce qu'en fait, si c'est ça quoi, si t'es en couple, si t'es tout seul. Enfin, moi, je suis moderne, donc ça sert à quoi d'avoir des enfants si tu les vois pas? Oui, c'est ça, exactement. Moi, de mon point de vue à moi, ça servait à rien. J'ai divisé mon temps de travail par 2. Et je crois que je fais 40 heures. Donc pour vous dire, avant, j'étais à fond, tu vois. Mais si tu fais pas 35... Parce que si c'est pour accumuler les choses, mais être médiocre à tout en même temps... Non, mais tu vois pas ton gamin. En fait, c'est ça. Mais en fait, tu fais un enfant, mais t'es pas un père présent. T'as un couple, mais t'es pas un compagnon présent. Et en fait, sur les 3, en fait, il y a que le chef d'entreprise qui est OK, mais sur les autres postes, ça va pas du tout. Il y a un moment où il faut trouver un équilibre pour... À la fin, tes enfants te détestent et tu divorces.
Voilà, c'est ça. Donc il te reste ta boîte. mais c'est là où tu as mis le plus de temps, donc tu vois. Il faut pas s'étonner. Donc alors, la solution pour toi? Il faut que la boîte explose. Allez sur MyVisitor. Ouais, voilà, exactement. Beaucoup d'argent, ça serait ça. délégation, Voilà. et en plus, ça va vous faire gagner. Anecdote. Donc, catastrophique. Je suis allé visiter un appart quand j'étais jeune. Ok. Voilà. Donc, je traverse la France. Ouais. À l'époque, j'avais pas de sous du tout. Donc là, je bossais, j'avais des petits boulots, je travaillais dans la vigne du Médoc et tout. Et donc là, en semaine, je dois poser un jour. Tu vois, à l'époque, on gagnait quoi? 7 euros de l'heure. C'était même pas. C'était 7,30 euros, je crois, je gagnais. C'est que dalle. Et donc, je pose un jour complet où j'avais besoin de cet argent pour financer mes études. Et je dois aller à Paris. Et là, en fait, je prends le train, j'y vais. Je suis dans le train. Le gars, il fait passez demain. Bon, j'ai posé un jour, alors j'ai pas d'argent. J'ai payé pour aller voir. Le mec, Et le gars, il me dit passez demain, je suis occupé. En gros, c'est genre passez demain, je vais au pressing où je vais faire les courses. Et là, finalement, je promène mon chien. Demain, ça vous ira, monsieur? Toi, t'es là comme ça. Non, pas du tout. Mais anecdote aussi, la première visite qu'on a fait sur l'application, parce qu'on en a fait avant. Attends, excuse-moi. Je vais prendre de l'eau en plus. C'est la rhinite. Il va falloir couper ça au montage. Je te jure. T'as flingué les Ça oreilles. doit refaire des coques. Je viens de tousser, on reprend. Tu disais quoi? La première visite qu'on a fait sur l'application, parce qu'on en a fait avant hors application, voilà, on faisait encore des tests. Toute première, le visiteur va à la visite, il nous appelle, il nous dit mais il y a un problème, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils sont 25 devant l'appartement, il y a l'agent immobilier qui sort, il dit en fait on est désolé, l'appartement a été loué ce matin, on a oublié de prévenir que toutes les visites de l'après-midi étaient annulées. Et donc nous, le visiteur, il était dédommagé, il avait fait 10 minutes de trajet, mais le client, il serait venu il aurait fait 300 km pour se retrouver devant un appart qui n'était pas louable. Les parents, les autres clients dont c'était le cas, tout le monde criait devant l'appart, mais c'est pas possible, mais vous vous rendez compte, on vient de Clermont-Ferrand, on est à Bordeaux pour un appart qu'on peut même plus visiter. Les gens étaient fous, quoi. Et en fait, non, aucun problème, on se déplace, on vient, et au dernier moment, on te pose un lapin, quoi. Et aujourd'hui, c'est juste plus possible de. Nous, on s'est dit qu'il y avait forcément un moyen de digitaliser ça, tout en rendant ça toujours humain, quoi. Parce que à un moment, j'ai aussi une de mes amies, elle est dentiste, elle a utilisé l'application. Elle vit toute seule, elle vit dans un petit appart. Ouais. Et elle me dit, mais tu te rends compte, pour 20 minutes de visite, il faudrait que j'annule toute ma patientèle de la matinée. Et la petite dame, une personne âgée qui louait l'appartement, elle me dit, mais attendez, je comprends très bien que vous voulez... En plus, elle, en tant que client, enfin que patiente, elle se dit, bah oui, si je dois aller chez le médecin qui doit annuler toute une journée pour visiter un appartement de 30 mètres carrés, c'est pas possible, quoi. Et qu'il en visitait 10. Exactement. Avant de trouver le bon et que le gars soit d'accord et que ça te va. Et aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat en baisse, les prix du logement en hausse, le prix de la SNCF hors de prix, mais en fait, les gens, ils ont bien compris que oui, on ne peut pas du jour au lendemain aller faire un Lille-Bordeaux pour aller visiter un seul appartement, quoi. Et que le fait d'avoir quelqu'un qui se rend sur place, qui pose des bonnes questions, puisqu'on a créé un compte-rendu intelligent, souvent ils nous disent « Ah ouais, c'est plus pro que quand c'est mon frère qui les fait la visite. » Eh ben, tu m'étonnes. Nous, on pense à penser au placard, à la lumière, à l'humidité. Exactement, il y a la checklist. Donc, le rapport, il est beaucoup plus propre. Et toi, tu te sens rassuré. Et le proprio, il se dit « Ouais, bah, la personne n'est pas venue, mais en fait, il y a un tiers qui est venu, qui a pris plein de photos, plein de vidéos, qui a posé des questions, un peu comme si tu avais envoyé ton frère ou ta sœur, mais de manière un cran au-dessus, quoi. Plus pro. Quelqu'un qui te fait rire. Moi, si on voit mon frère, il me fait « T'en penses quoi ?»« Ouais, c'est bien. » Je lui dis « Il y a été ou pas ?» Et je l'envoie n'importe où, ce sera « Ouais, c'est bien. » Ouais, t'inquiète, t'en penses quoi? Ouais. C'est quoi le film que t'as vu? Ouais, c'est bien. C'est sa réponse favorite. Ah, mais c'est ça. Donc, en vrai, franchement, des fois, quand ils nous disent « Ah, ça fait 3 semaines que c'est mon frère qui visite, bah, c'est quand même plus sympa quand c'est vous. » Ah, merci, désolé pour le frère, mais merci pour nous. Ouais. Et donc, tu parlais tout à l'heure, au début dans l'introduction, quand tu as MyVisitor, ta boîte, l'investissement, la difficulté d'être une femme, de jongler en fait avec la vie tout simple. Et tu as dit, mais je fais aussi d'autres trucs. C'est quoi tes autres trucs? Alors, à côté, je suis intervenante dans des écoles supérieures, que ce soit dans des écoles de commerce ou de communication ou digitale,
en entrepreneuriat, mais aussi en communication, parce qu'à la base des bases, j'ai une licence en littérature linguistique et civilisation étrangère américaine et britannique, option espagnole, et j'ai un M1 en master et marketing, un M2 en marketing international. Donc de base, c'est la com et le marketing, ce qui m'a aussi beaucoup aidé dans mes visiteurs pour nous faire connaître. Mais derrière, je donne en plus des cours donc, dans ces écoles-là, que ce soit à l'EFAP ou dans d'autres écoles de Bordeaux, pour justement aider les étudiants à mieux comprendre ce que c'est l'innovation, ce que c'est l'entrepreneuriat, aussi à comprendre aussi aujourd'hui les nouvelles techniques de marketing digital, voilà, ce genre d'outils. Et comme moi je l'ai fait pour ma start-up, et que j'avais pratiquement leur âge quand on l'a lancé, en fait, ça leur permet de voir vraiment comment tu concrétises, comment tu le fais. Et moi, j'ai un côté justement, j'ai un côté théorique, mais j'ai un côté aussi très pratique de cette approche qui les permet d'avoir une autre perspective de ces milieux-là, qui est plus concret, je pense, dans leur application de tous les jours, quoi. Donc, j'aime beaucoup ça. Et je fais aussi beaucoup de conférences, de choses comme ça, sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation, sur le financement, sur le fait de s'associer aussi, sur le fait de faire parler de soi, que ce soit à la télé, à la presse, sur les réseaux sociaux. Voilà. Si vous êtes entrepreneur, c'est un parcours du combattant tout seul. Si vous êtes tout seul. Et donc, c'est ce que tu dis, c'est comment monter un projet, comment vérifier en fait que ça marche, comment faire un proof of concept, comment l'amener plus loin. Comment après, si ça fonctionne, s'associer avec les gens avec qui on travaille de manière équitable et équilibrée. Comment trouver les bonnes compétences, c'est ça. Le recrutement, c'est hyper dur. Recrutement, et c'est ça, et tout ce qui va en plus après aller avec tout ce qui est pacte d'associés, choses comme ça, enfin on ne se rend pas compte de la... Et qu'il y a un côté humain et compétences. Les deux jouent aussi beaucoup, parce que comme tu disais, on passe tellement d'heures sur son projet en fait, que la personne avec qui tu le partages, il faut forcément qu'il y ait quand même... c'est pas besoin d'être ton pote, mais que tu t'entendes bien avec la personne et que tu aies une bonne vision de où vous voulez aller. Et c'est hyper important, parce que c'est quelque chose... moi, j'ai commencé avec des amis, après je me suis retrouvée seule, après je me suis à nouveau associée. Donc c'est vrai que c'est des phases qui sont complètement différentes, qui apportent des choses, et faut rester la tête froide pour prendre les bonnes décisions. En fait, c'est un poste qui est hyper stratégique. C'est dur d'être patron. Plus qu'on s'imaginait. Ouais, non, c'est vrai. Moi, je veux dire, je dis, c'est d'une banalité. Je vais me faire incendier sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me critiquer en commentaire. Mais tu sais ce que c'est la paternité, d'être papa, que quand tu as été papa. Avant, tu as des idées, elles sont fausses. Patron, c'est pareil. Quand tu es patron, il n'y a que quand tu es patron, tu as fait toutes les erreurs, toutes les bêtises, tu as galéré de fou, que tu sais ce que c'est être patron. Et donc, tu vois, tu as des gens, ils vont te dire, fais ça comme ça. Mais pourquoi tu fais pas ça? Non, la phrase c'est pourquoi tu fais pas ça? La phrase pourquoi tu fais pas ça? Parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas les ressources, parce qu'on n'a pas le temps. Oui, j'aimerais, mais ou alors parce qu'on a déjà essayé, que ça a raté. Oui, et que ça a raté. Évidemment, j'y ai pensé, ou on le fait déjà. Et est-ce que tu as déjà fait ça, comme ça, est-ce que ça marche? En fait, oui, mais pour te l'expliquer, j'ai besoin de 2 heures pour t'expliquer tout ce que j'ai fait qui amène au fait que ça ne fonctionne pas. Je comprends que tu as eu cette idée, je l'ai eu moi aussi, mais je te jure qu'elle ne marche pas. Je te demande juste de me faire confiance. Et ça, c'est vachement dur quand tu n'as pas eu ce parcours-là. Et je le vois quand je parle avec des amis salariés, de se rendre compte à quel point, en général, en plus, toi et moi, on s'est lancé sur des choses à la base où on est assez créatif aussi, et tu te rends pas compte de tout ce qui vient te bouffer le côté créatif, compta, RH, fiscalité, droit, et en fait, mais moi j'avais un projet, et j'avais une idée, et je voulais faire grandir ça, et pourquoi j'ai ce tsunami d'autres secteurs qui viennent m'engourfer, et t'as l'impression que le but, le côté créatif, le côté qui t'a amené au départ s'éloigne de toi, et que t'es au fond du trou, et tu dis... Mais en fait, je me suis retrouvée à gérer un truc que j'avais pas pris conscience de. Et en fait, une fois que tu es dedans, moi je suis trop contente parce que par contre, je suis montée en compétence sur tellement de secteurs, Enfin, je vois les notions aujourd'hui que j'ai justement, que ce soit en RH, compta, fiscalité, que ce soit compta social, tout, juridique.
tu prends vraiment en compétence. Et je pense que sur ça, j'ai pris 10-15 ans dans la tête de maturité et de manière de réfléchir. Mais tu l'entrevois et tu t'imagines pas ce que ça va être en fait, quoi. Je vais donner un exemple pour que les gens comprennent un truc plus simple. Tu vois, j'écris des romans de fantasy depuis pas si longtemps que ça. Oui. Mais j'écris depuis que j'ai 15 ans des poèmes. Tu vois, j'ai toujours écrit toute ma vie. Mais là, je me dis, ouais, je passe le cap. J'écris un premier roman. Ça va. T'as kiffé, C'était génial. Il faut après le retranscrire en informatique. Déjà, tu sors les rames, c'est pas drôle. Tu reprends le manuscrit, on retape tout. Il faut le mettre comme il faut en page. forme. Voilà. Après, donc là, tu t'arraches la tête parce que la mise en page, en fait, c'est hyper codé, mais toi, tu connais pas de base forcément les codes. Les corrections, les machins, apprendre à utiliser un nouveau logiciel. Et là, tu commences à sortir les rames. Il faut faire une couverture. Comment est-ce qu'on fait la couverture ? Et tu fais quel typo, et quel truc, et quel papier, quel truc. Et là, tu rames. Et encore, ça, c'est que le début. Parce qu'après, tu fais, comment on fait pour le publier ? Et là... Et combien d'exemplaires ? Et où ? Et on le stocke où ? Et on met où ? Avec quel argent ? Avec quel argent ? Avec quel argent ? Qui on entend parler ? Comment on fait ? Maintenant que je l'écris, il faut que les gens soient au courant que j'ai écrit un livre. Et pour qu'après ils soient au courant, il faut qu'ils le trouvent. Donc il faut des points de vente. Et voilà. Ah oui, ah d'accord. Ça n'a pas de fin. Et donc au final, créer un truc, ça m'a pris peut-être, j'avais déjà le scénario, j'avais les personnages, j'avais tout, il fallait juste que j'écris. Ouais. Ça m'a pris quoi 3 mois. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Pour après le mettre en place. Pendant des années. J'ai pas fini. Hein. Non, voilà. Là, je crois que j'y suis à 8 mois. 8 mois de travail, mais à travailler avec autant d'intensité que quand j'étais créatif. Sauf que créatif, c'est un vrai plaisir. Exactement. Mais faire de la compta, de la gestion, tu vois, c'est pas amusant. Non, c'est pas amusant. Et que quand tu es tout seul à gérer, bah, tu es obligé de le faire parce qu'il y a un moment, si tu veux que ta boîte, elle progresse, elle grandisse et tout, justement, au début, tu n'as pas à le faire parce que tu n'es qu'au stade de projet. Mais une fois que c'est justement aller plus loin, et que c'est concret, que c'est une entreprise et que c'est plus un projet, bah, y a tout ce qui vient avec l'entreprise qui vient avec, quoi. Et là, c'est la galère. Hein. Et là, c'est moins fun. Bon, mais je vais prendre des associés pour faire les trucs que j'aime pas. Quelqu'un me faire ça, personne. Ok, donc j'ai compris, je vais le faire. Tu vois ? Ou sinon, tu prends des comptables et trucs, mais en fait, et des droits, mais en fait, il faut toujours derrière, oui. Et même quand tu as des sous, derrière, il faut toujours vérifier, il faut toujours relire. Non. Ah bah si, si. Avec l'un comme l'autre, hein, je te dis. Tu sais que tu le sais, mais on le sait, enfin, ça en mode. Même quand tu as les sous pour le déléguer, mais en fait, il faut toujours quelqu'un d'interne qui vient vérifier. Ouais, et c'est vrai que c'est pénible. Hein. J'ai payé, je suis tranquille. Non, tu as payé, quelqu'un te le met en forme. Voilà, c'est ça, exactement. Et il n'est pas responsable des erreurs, c'est toi. Non, parce que s'il y en a un qui va en prison, c'est pas lui, c'est toi. Ouais, donc tu dois tout retaper pour vérifier. C'est l'enfer. Et après, ça fait plaisir de râler un peu. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, parce que souvent, c'est en mode, c'est génial, on est incroyable, l'entrepreneuriat et tout. Non, c'est la galère. Non, c'est dur. Tes proches, ils comprennent pas toujours tes choix aussi. Ouais. Quand ils les comprennent, ils attendent aussi des résultats assez rapidement aussi. Enfin, t'as ta pression interne, mais t'as aussi des pressions externes. Enfin, c'est pas... Moi, les gens, ils me disent... Pourquoi tu as eu besoin d'essayer de faire des jeux de société et de les commercialiser ? Ouais. Moi, au début, mon grand-père il m'a dit « Mais pourquoi tu ne trouves pas un boulot dans une grande boîte ? Je te vois très bien faire ci. » Mais 2, 3, 4 fois, et au bout d'un moment, je lui dis « Écoute, papy, en fait, là, j'ai monté une boîte. Si après, je dois me trouver un CDI ou un CDD, c'est que ma boîte n'aura pas marché. » Mais là, en fait, c'est ça que je fais en ce moment. Genre, arrête de me parler d'aller bosser là ou là. Ça, c'est mon travail. En fait, c'est mon vrai travail, tu vois, de tous les jours. Mais tu vois, tant que tu ne gagnes pas de l'argent avec ton truc, hein, ton produit est super. Hein, il faut que les gens l'achètent. Hein, même si le produit est super abouti, fini, il faut que les gens l'achètent, qu'ils comprennent qu'ils en ont besoin. Mais tant que tu ne gagnes pas d'argent, pour la plupart des gens, tu ne travailles pas. Exactement. Alors que le boulot fourni en temps libre, parce que tu as des petits boulots à côté, tu vois. Bien sûr. Moi, j'ai mon travail de professionnel de santé et à côté, je fais mes autres trucs. Donc, tu vois, j'ai mon temps de boulot, à peu près 40 heures. Après, derrière, je gère ma famille et je bosse le soir. Et tu vois, le week-end, quand les enfants, ils envoient à droite, à gauche, machin, j'essaie d'avoir 4-5 heures pour bosser dessus. Donc, je bosse le soir quand tout le monde dort, le week-end quand il n'y a pas les enfants. C'est ça. Moi, quand j'ai commencé la boîte au début, je voyais le week-end comme 2 jours supplémentaires bonus que les autres n'avaient pas. Je me disais, tu fais quoi ce week-end ? Je bosse. Enfin, genre là, j'ai 48 heures devant moi.
Pour avancer. Hein. Bah ouais, pour avancer pleine balle, quoi. Donc ça paraît évident. Une fois que tu es à plein temps sur le projet, c'est vrai que ça te permet. Mais plein temps sans sous, tu es encore dans un stress. Et souvent, je trouve que c'est là où on n'explique pas aux gens à quel point trouver un financement, même extérieur, qui n'est pas forcément lié à ton chiffre d'affaires, c'est important pour pouvoir te lancer correctement. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui vont prendre le chômage et au bout d'un an et se dire bah tiens, au bout d'un an ma boîte elle aura tellement progressé que quand le chômage va s'arrêter, je vais pouvoir me générer un salaire avec mon activité. Je pense que toi comme moi, on voit qu'au bout d'un an de travail sur une activité, tu génères pas assez de CA pour faire un salaire correct tous les mois pour se payer. Moi, dans mon métier, le chômage n'existe pas. Je n'ai Non, pas le droit au chômage. non, je te parle dans les livres ou dans les cartes. Est-ce que là, au bout d'un an, tu pourrais te payer? On est bien d'accord que ça n'existe pas. Et 3 à 5 ans, voilà. c'est le minimum. Voilà. Et maintenant, vu qu'on est en récession, pour qu'une boîte fonctionne, c'est plutôt 7 ans. Donc, tu as 7 ans à sortir les rames pour fonctionner, avec un bon concept. Hein. Ouais, c'est un concept qui ne marche pas, qui est dépassé ou quoi. Tu peux bosser 7 ans pour rien. Oui, bien sûr. Mais voilà, dis-toi que ta boîte, elle est exceptionnelle, en 3 ans, ça tourne. T'es dans un marché de niche où il n'y a que toi. 5 ans, c'est un marché où tu es ça se passe bien. Souvent, tu as une éducation pour aller dans ce truc-là, tu vois. Et après, 7 ans, c'est plus, je crois, en ce moment, le gap classique des boîtes, vu qu'on est un peu en crise, en récession, c'est pas facile. Donc, dis-toi que tu vas ramer pendant un moment. Oui. Donc, quand on dit aux gens, tu as 12 mois de chômage devant toi et au bout de 12 mois, il faut que tu génères du chiffre d'affaires pour te payer. Alors, déjà, en plus, entre chiffre d'affaires et pouvoir se payer, il y a un monde. Il y a un monde. Parce que chiffre d'affaires, super, tu vas payer des logiciels, tu vas payer des stockages, des bureaux. Tout ce que tu as besoin pour fonctionner. Tout ce que tu as besoin, en fait. Donc, l'avocat, la comptable, la domiciliation de l'entreprise, l'assurance de l'entreprise. Mais tu n'as toujours pas pris un coca. Voilà. Il n'y a pas un café, pas un coca. Donc, déjà, et dire il faut faire du chiffre d'affaires, oui, tu peux, mais il ne va pas te payer avec, en fait. Et c'est là où je trouve qu'on leurre les gens à dire oui, lancez-vous et tout. On ne se rend pas compte à quel point c'est dur. Moi, pour faire My Visitor, heureusement, j'avais mes parents au début qui me soutenaient, j'avais mon chéri qui me soutenait, je suis en couple, lui, il a un salaire stable. J'ai trouvé des financements. Au début, j'étais serveuse à côté de My Visitor et mes salaires de serveuse allaient dans la boîte. Ah ouais. Enfin, c'était parce que justement, il y a des mois où je ne pouvais pas payer la comptable, où je ne pouvais pas payer les assurances. Donc, le boulot que j'avais à côté, c'était même pas pour vivre, c'était pour faire tourner l'entreprise. Ah oui. Donc, on ne se rend pas compte du niveau de sacrifice et de temps en plus, comme tu dis, que ça prend. Tu peux avoir des trucs très niches qui vont marcher hyper bien, mais c'est tellement rare. Enfin, et n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux où là, en claquant des doigts comme ça, on réussit, c'est la success story. C'est complètement faux. Il faut commencer petit, il faut être patient et être persévérant. Complètement. Et voilà. Donc, message positif par contre, c'est que quand tu as réussi avec ta boîte, c'est ta boîte. Oui. Le gros avantage, c'est quoi? C'est que tu as recruté des gens que tu aimes bien normalement. Donc, moi, je parle à l'échelle d'une start-up. Bien sûr. Donc, tu bosses qu'avec des gens que tu apprécies. Avec qui tu t'entends, exactement. Tu vois, moi, dans mes boîtes, il n'y a que des amis ou la famille. Tu es flexible parce que justement, tu as une petite équipe, donc tu es plus flexible, tu t'adaptes. Et puis quand tu les appelles, tu fais les gars, réunion. Mais c'est tes potes en fait. Tu fais réunion les gars, on vient chez moi apporter du vin parce qu'on est à Bordeaux. Tu vois. Mais on fait l'apéro vin et on fait la réunion. Bon, on bosse un peu d'abord et après seulement on sort l'apéro. Mais... Et quand tu as une victoire, tu as le côté où c'est une vraie victoire. C'est le groupe qui gagne. Ouais, c'est ça, c'est le groupe qui gagne. On sait pourquoi on y est allé. Et ça, c'est hyper agréable d'avoir cette reconnaissance, de voir que tu fais. Et même aussi de voir, moi, quand je vois que j'ai rencontré une de mes clientes qui, à la base, elle est à Lille. Et c'est une cliente où j'ai senti qu'elle n'avait pas de grands moyens avec sa maman. Et elle a été prise à Bordeaux en japonais débutant. Il y a peu de villes qui font à la fac japonais en débutant. D'accord. Et donc, à Lille, c'était que déjà avancé. Donc, elle ne pouvait pas le faire sur place. Et elle m'explique qu'elle et sa maman, elles ont un job sa maman, elle travaille et elle a un job étudiant. Et du coup, le Lille-Bordeaux, elle ne peut pas le faire du jour au lendemain, ni au niveau budget, ni au niveau temps. Elle ne peut pas poser une journée pour ça. Et à ce moment-là, on avait pas mal de visites, donc nos visiteurs étaient pas mal occupés. Donc c'est moi qui suis devenue la visiteur de cette jeune fille. Et on a bien sympathisé. Et elle a eu j'ai visité 2 appartements pour elle et elle a eu le premier.
Et en fait, après, je l'ai invité à un événement pour qu'on se rencontre en vrai. Et c'est vrai que d'un coup, quand tu as les SMS d'elle, de sa maman, qui dit merci, on a eu l'appartement grâce à vous, vous nous avez enlevé du stress, en 15 jours c'était plié. En 15 jours, elle avait son appartement sur Bordeaux. Que tu dis, ok, tout ça, je le fais. Derrière, je vends pas du bullshit. Genre, j'ai vraiment Je suis aidé. utile. Ouais, c'est ça, je suis utile. Tu dis, j'ai vraiment aidé une maman et sa fille. Et d'avoir le SMS, parce que elles ont mon portable. Bien, merci, on est super contents. Enfin, et tu dis, ok, ce que je fais, ça a du sens. En fait, c'est bête, mais ça a du sens. Ouais. Et je suis pas là à vendre n'importe quoi aux gens. C'est un service, ils en ont besoin, ça les aide, ça leur facilite la vie. Et à côté de ça, pareil, j'ai des visiteurs qui travaillent pour nous, qui gagnent de l'argent, à qui j'ai des super relations. Il y en a qui nous disent je suis papa, néné. Il y en a qui me disent attends, je change l'application, maintenant je suis dans une autre ville. Enfin, je veux dire, mais. Ouais. Bah ouais, tu vois, trop. Non, mais tu vois, trop bien, genre, non, Léna, t'inquiète, maintenant je peux faire des missions à Marseille, parce qu'avant j'étais à Paris, maintenant je peux faire des visites à Marseille, génial. Et en fait, de dire, ok, j'ai créé ça, en fait, j'ai créé où je fais et gagner de l'argent à des gens qui visitent, et faciliter de la vie à des gens qui déménagent, et ma petite équipe à Bordeaux, que je fais vivre, en fait. Ouais. Et tu dis, tout ça, je l'ai créé à partir d'une idée, quand on était étudiante avec mes copines. Et aujourd'hui, même si c'est limite moi qui m'enrichis le moins avec cette histoire, personnellement, je vois à quel point, et professionnellement, je me suis enrichie sur ce point-là. Et que ça vaut aussi tous les risques qu'on prend à côté, en fait, pendant des années, quoi. Tu as une vraie reconnaissance de dire, ok, mon service, ça me renvoie pourquoi j'ai fait ça. Ouais, mais allez voir My Visitor parce que ça vous fera économiser de l'argent et ça en fera gagner. Ah oui, et d'ailleurs, ça s'écrit M-Y-V-E-A-S-Y-T-O-R. Parce qu'en fait, il y a un petit jeu de mots avec easy. Parce que la visite à distance, c'est easy Visitor. avec My Visitor. Et c'est Thor lui-même qui vient faire la visite. Comme ça, il fait Wouah, c'est pour vous. Oui, 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 oui. Il démasque. Avec ses cheveux longs, ses pecs comme ça. C'est ça, non? T'imagines? Ça fait ça Ouais, c'est ça. On va faire une pub avec ça. Avec Thor qui arrive avec une visite d'appart. N'importe quoi. Mais ouais. Non, vous voyez, c'est l'entrepreneuriat, c'est on y met ses tripes, tu vois, et on croit à son projet, et en fait, au fur et à mesure, on récupère une équipe qui sont des amis et des copains, quoi. Et c'est chouette. C'est l'esprit start-up, tu vois. Dans les grosses boîtes, c'est différent. Mais c'est vrai que la société change et que sur le coup, beaucoup de gens veulent entreprendre. Moi, je vous dis, faites-le, mais attention, c'est dur. Oui, et d'avoir aussi des plans à côté, des choses comme ça. C'est vrai que même par exemple, le fait d'avoir décidé de faire des cours à côté de mon entreprise, déjà, ça me fait une autre activité, ça me fait une autre source de revenus, ça me fait une autre expérience dans un autre secteur, là, qui est l'éducation, l'enseignement, la transmission, qui est aussi différent que d'être chef d'entreprise. Ah oui. Et ça me rajoute des cordes à mon arc. Donc, il faut aussi penser sur le long terme, en fait, et à se dire, pas mettre les œufs tous dans le même panier, et aussi penser à soi. Pareil, il y a des moments où je me suis mis en avant, soit dans des concours, dans des interviews, en disant c'est bien que je travaille pour My Visitor, mais il faut aussi que My Visitor travaille pour moi, en fait. Et que lorsque j'ai gagné le plus grand concours d'entrepreneuriat féminin, c'était en mon nom, les articles étaient sur moi, les interviews étaient sur moi, et plus sur le projet. Ouais. Et là, tout de suite, il y a une différence, en fait. On vient plus pour te demander ton service d'appartement à distance, on vient pour te demander ton expérience, toi, ta personne. En tant que personne. Exactement. Ouais. Et ça, il faut l'avoir en tête. Parce que du coup, si un jour le projet s'arrête parce qu'il est vendu, parce que tu as envie de faire autre chose ou quoi, par contre, ce que tu auras gagné en tant que personne, on ne pourra jamais te l'enlever. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi penser à se mettre en avant. Ce n'est pas que de manière argent. Il y a aussi une vision, un mindset à prendre en avant où ta boîte, elle doit aussi te servir, en fait. Et oui, on développe des compétences, on développe une renommée, et ça, une boîte à un moment, elle est faite, elle peut nous échapper. Complètement. Si elle marche très très bien, en fait, tu la vends à un gros groupe qui arrive, fait bonjour, ça marche votre concept? Ouais, on vous fait un énorme chèque, vous nous la vendez? Alors si ça t'arrive, dis oui.
Ah bah ça se réfléchit. Moi j'ai jamais dit non. Ah non parce que tout se Dire oui. réfléchit. Oui. Non mais ça dépend qui. Tu vois, ça dépend qui veut la racheter aussi. Il faut que moi je suis pour avoir un investisseur, enfin un racheteur aussi aligné. Tu vois ce que je veux dire avec. Mais qui garde la ligne de conduite et Oui oui. voilà, Ah bah dans les produit. meilleurs moments, j'ai une de mes amies, elle a vendu sa boîte et même il te propose un poste dans ta boîte Ouais, avec c'est un normal. salaire dans ta boîte Ouais, pour c'est en fait normal. continuer à influer la vision parce qu'à la base c'est ta Oui. vision, ton travail et donc là c'est dans les meilleures conditions et après sinon il y en a qui veulent vraiment passer à autre chose, qui peuvent rester consultants mais qui là ont plus de rôle opérationnel. Mais oui, moi je suis ouverte à... Je dis pas non, tu vois, après parce que ça reste quand même mon bébé, que j'ai envie... Ouais, après, il mais faut un tout se projet, réfléchit. autre projet, Non mais autre complètement. bébé. Voilà. Il est grand, faut le laisser. Non, mais c'est vrai que en fait, comme dans tout, faut se laisser des possibilités. Voilà, faut jamais se mettre complètement des barrières. Parce que moi, le nombre d'opportunités qui m'est arrivé, que j'ai saisi, où j'aurais même pas pensé qu'elle soit sur ma route. Donc, le champ des possibles doit rester ouvert. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en réalité, l'idée initiale qu'on a quand on monte sa boîte, elle est fausse. C'est ce que je disais avec papa, hein. Quand on est papa, c'est pareil, on ne sait pas ce que c'est, on a une idée qui est fausse. L'entrepreneur, c'est pareil. Tu pars avec une idée de boîte, tu essaies de la mettre en place, et en fait, au fur et à mesure, ton projet il devait aller là, il va là-bas. Mais là-bas, à 90 degrés, hein, il avançait que 10%. Et c'est pas du tout ici. Parce que les outils ne sont pas les bons, parce qu'il faut parler d'une certaine manière, parce que la couleur, parce que les gens que tu as rencontrés, des opportunités. Et en gros, pour moi, la qualité principale d'un entrepreneur, certes, il faut la créativité. Un, si tu n'as pas l'idée, ça ne sert à rien. Deux, c'est l'endurance, parce que ça va être long. La résilience, ouais. Il faut avancer et c'est long. Et tu es souvent tout seul. Hein. On dit souvent c'est pas un sprint, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Il faut être capable de durer sur la durée. Ah, mais un marathon en rampant. Hein. Ouais. Attends, tu as le 3. Le 3, donc... j'ai mon téléphone qui vibre, ça me perturbe, du coup j'en étais. Attends, je coupe, voilà, c'est bon. Et... N'importe quoi. C'est vrai, ça vibrait, hein. C'est perturbant. Donc, la créativité pour créer une idée, l'endurance pour la mener et surtout eh bien, la résilience, c'est-à-dire la capacité à ne pas être dans ton guidon, pas être comme ça, mais de regarder le décor. Et quand quelqu'un te fait coucou, lui faire coucou et faire ton détour avec ton vélo pour aller. Parce que peut-être que le gars qui fait coucou, en fait, il a une super idée, il veut t'aider. Il faut aller voir. Ouais, complètement. Souvent, j'entends les gens dire qu'ils ont peur de se faire voler leur idée. C'est faux. C'est faux. Parce qu'en fait, comme on disait, il faut tellement de temps, de travail, d'énergie, d'argent, qu'en fait, c'est de l'exécution d'une idée. Déjà, en plus, il y a plein de gens qui pensent qu'on peut déposer une idée. Non, une idée, ça ne se dépose pas. On est des milliards mots. sur Terre. C'est des mots. Qui a inventé les feux plein d'endroits en même temps. C'est ça, comment prouver que toi, tu as eu ton idée dans ta douche et moi sur mes chiottes et qu'on a eu l'idée à 10 minutes d'écart et que tu es le premier à l'avoir eu. Donc, une idée ne se brevette pas. Et comme on voit, Deliveroo existe même si Uber Eats existe, Amazon Prime existe même s'il y a Netflix, même s'il y a Disney+. Il faut avoir des avantages concurrentiels, des choses que les autres n'ont pas. Et par contre, l'exécution, ça va être le plus important. Comment tu choisis ta relation client, comment tu choisis tes prix, comment tu choisis ta politique, comment tu choisis ta communication, comment tu choisis ton positionnement, c'est tout ça. Et évidemment, il ne faut pas tout dire à tout le monde sur ton idée, mais se faire voler une idée, c'est extrêmement rare. Oh, je connais des cas, malheureusement. Ah ouais ? Ouais, très rare. Mais vas-y, on n'en parlera pas à la caméra. Mais alors, par exemple, c'est possible que si tu en parles à quelqu'un qui a plus d'argent que toi et qui est hiérarchiquement plus fort que toi. Tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi. J'en parle à Dassault. C'est une énorme boîte, ils ont énorme d'argent. J'ai cette idée-là, mais je vais la faire. Oui, voilà. Parce qu'ils ont tous des ressources. Ouais, tout. genre par exemple, il y a Tinder, il y a des gens qui ont une idée en mode tiens, on va créer une application, tu peux faire un date avec ta pote, un double date sur Tinder. Tinder, du jour au lendemain, ils font une fonctionnalité en plus qui te permet de faire ça, c'est mort, tu vois. Ils ont toute la base de données, ils ont toute la communication, ils ont tout, ils ont déjà l'application qui sert à ça. Donc eux, c'est une fonctionnalité en plus qu'ils vont rajouter, alors que la startup, elle aura basé toute, tu vois, son idée sur ça, quoi. Mais donc, il faut attention à qui t'en parle aux bonnes personnes. Mais en soi, c'est tellement dur et tellement de travail que oui, parlez de votre idée au plus grand nombre pour aller chercher des points de vue, pour aller chercher des conseils, pour aller chercher des financements.
Moi, le premier partenariat que j'ai signé avec une région pour My Visitor, j'étais étudiante en travail de serveuse à un congrès des experts comptables. Et en fait, je vais à ma pause fumer une cigarette et je parle avec la personne à qui je demande du feu. Et le monsieur me dit, bah, écoutez, moi je suis le président des experts comptables de Mayotte. Et à Mayotte, on a un vrai souci sur la mobilité sur logement parce que 85% des élèves qui ont le bac partent en France métropolitaine, continuer leurs études. Mais oui, et il me dit, moi comme je suis le président des experts comptables et que je fais partie aussi, que je connais la délégation de Mayotte à Paris, bah en fait, tout le monde me parle chaque année du logement, des étudiants, de partir et tout. Dans le thème, et là, il m'a dit, bah, écoutez, donnez-moi votre mail, je vous mets en lien avec toute la responsable logement, la responsable mobilité, la responsable jeunesse. Aujourd'hui, on est partenaire de la Mayotte. On a été invité dans leur bureau, on travaille avec leurs équipes. Et ce partenariat-là, j'étais étudiante en tenue de serveuse parce qu'il faut être prêt à tout moment à pitcher, à expliquer, parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber en fait. Vigilance constante. Exactement, opportunité. Non, c'est Harry Potter ça. C'est mauvais folie. Ouais, mais si t'en parles pas, comment tu veux que ça se sache? Exactement, en plus. Donc, c'est tout. Hein. Le bouche à oreille, c'est le plus important. Si tes copains, ils te trouvent relou, tu vois. Parce qu'ils sont avec toi à chaque fois, tu vas boire un verre, tu discutes avec quelqu'un, et le quelqu'un, ça l'intéresse, tu fais le pitch. Mais ton pote, il a entendu 3 fois aujourd'hui parce que 3 personnes te posaient la question, tu vois. Mais du coup, à la fin, tu les transformes en ambassadeurs et eux-mêmes, ils vont pitcher à quelqu'un d'autre du coup. Ah non, moi, c'est au bar. Hein, donc, au bar, oui, non, au bar, l'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé. Non, eux, ils n'arrivent pas à marcher au bout d'un moment. J'ai dit la phrase ou pas? Ça compte? Oui. Disclaimer. Ouais, la vie d'entrepreneur. Moi, je vois, tu vois, tu parlais de propriété intellectuelle. Moi, je fais aussi des jeux de société, vous avez dû en voir passer. Et à Pou, pour être précis. Et donc, l'idée, c'est quoi un jeu de société? C'est des cartes avec plus ou moins des chiffres ou des lettres, des dessins dessus, dans une boîte. Avec des règles et un nom. Avec des règles écrites avec des mots. Et donc, n'importe qui peut avoir la même idée que moi. Ce qui compte véritablement, tu vois, c'est mon jeu entre le début et la fin, il y a un équilibrage qui a changé. Après, il y a ma pote Lucille qui fait les graphismes, donc fallait qu'elle soit l'univers du jeu. Et on l'a fait ensemble, tu vois. Et quand même, tu vois, on essaie de déterminer, c'est est-ce que toi tu détiens les graphismes et est-ce que moi je détiens en fait les règles. Et comme on l'a développé ensemble, la conclusion logique, c'est qu'on a créé ensemble une œuvre. Ouais, complètement. On a fait une œuvre, donc c'est une œuvre qui nous appartient à toi et à moi. Parce que j'ai aidé au développement des graphismes dans les idées, même si c'est elle qui en a eu l'exécution. Et moi, j'ai demandé son avis à plein de moments, notamment tu vois, moi j'ai une mécanique claire de 1 plus 1 égale 2, j'exagère. Elle m'a dit, alors là, c'est un arbre, c'est pas un 1 plus 1, et le 2, c'est un petit renard mignon, et le égal, ça va être, je sais pas, une rivière. Et on a mis un peu du design qui correspond, et quand tu regardes à la fin, tu fais qui a fait quoi, tu peux pas compter, c'est pas possible. Ouais, tu peux pas les partager. Donc au final, c'est une œuvre qui nous appartient, et c'est l'exécution de l'œuvre à arriver jusqu'au bout qui nous rend propriétaires en fait de quelque chose. Ouais, bien sûr. Et nous, comment on le protège? On dit souvent qu'il faut protéger les idées, les machins. Nous, c'est pas un brevet. Donc c'est très simple, hein. Tu sors ton œuvre, elle existe, tu as une preuve qu'elle existe, c'est tout. Quelqu'un te copie, tu peux prouver que ton œuvre existe avant. Il n'y a rien changé. Les yeux de l'animal qui étaient verts, il a mis en rouge. Même les règles d'un jeu, ça ne se promette pas. Non, tu peux pas. Plus. Mais pareil, c'est des pions, des dés. Non, tu peux pas breveter. Par contre, c'est des accords internes entre associés. Par contre, le nom, on le dépose. Ça, oui. Un nom d'entreprise, ça se dépose. Mais pas le concept, quoi, tout simplement. Non. Mais c'est on invente. On a inventé le feu, mais en plein d'endroits différents. J'en parlais tout à l'heure. Qui est l'inventeur? C'est un mécanisme. Quelqu'un, à un moment, la foudre est tombée, il y avait du feu, il a pris un bâton, il a embarqué. Mais il y a plein d'endroits, ils ont eu l'idée en même temps, ils se sont rendus compte, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça où des idées émergent en même temps parce que la société est prête, le cerveau est prêt. C'est ce que j'allais dire aussi, parce que tu peux aussi avoir une idée à un moment où la société n'est pas prête et inversement là où la société est prête. Ouais. Je parlais de Doctolib en début, il n'y aurait pas eu… Internet. Non, mais même au sein, il n'y aurait pas eu le Covid. Et en fait, c'est grâce au Covid qu'on a tous dû prendre rendez-vous sur Doctolib pour se faire vacciner. Il n'y aurait pas eu le Covid, il n'y aurait pas eu 60 millions de personnes qui, du jour au lendemain, se créent un compte sur Doctolib. Ouais. Parce que
ils en seraient sûrement arrivés là où ils en sont, mais en 10 fois plus de temps. Ouais. Parce que les gens, il faudrait que ça rentre dans les habitudes et tout. Là, l'État a poussé, parce que c'était le seul outil disponible. Donc le Covid a fait que tout le monde s'est rué sur Doctolib. Moi, c'est à ce moment-là que je me suis créé un compte. J'en avais pas avant en tant que patient, puisque j'avais encore mes médecins d'avant que j'avais depuis des années, en fait que j'appelais ou j'appelais secrétariat, enfin à l'ancienne quoi. Et en fait, tu te dis ouais, il faut que les gens soient prêts. C'est comme la livraison. On se faisait livrer des sushis, des pizzas depuis des années. Mais le fait d'avoir tous les restaurants, il a fallu que les gens soient prêts. Et des fois, on ne se rend pas compte, ça passe par l'influence des séries. Le fait de regarder des séries américaines, on les voit avec leurs bois, avec leurs pizzas, les trucs. Ah ouais, c'est cool, on veut ça. Et en fait, c'est du greenwashing pendant des années, enfin du brainwashing, où au bout d'un moment, du coup, tu veux ce service, tu veux cette technologie, mais il faut que les gens soient prêts psychologiquement à l'utiliser. Nous, pour MyVisitor, le fait de faire les visites d'appartements à distance, le Covid aussi a beaucoup joué. Ça a digitalisé tous les dossiers. Ouais. Du jour au lendemain, on n'avait plus les dossiers papier pour les visites d'appartements. Il y a même l'État qui a créé le site Dossier Facile pour protéger ces pièces quand tu les mets de manière digitale. Ouais. Donc il y a vraiment toutes les agences aussi. On envoyait le dossier maintenant par mail avant même les visites. Ouais. Donc en fait, ça nous a complètement aidé dans le fait d'utiliser une application pour visiter un appartement à distance. Il y a eu toutes les visites à distance pendant le Covid aussi, quand les gens voulaient acheter dans une autre région, mais qui ne pouvaient pas parce qu'elle avait les zones vertes. Donc, bien sûr. pareil, il y a plein d'agents immobiliers, plein de personnes qui ont demandé à faire des FaceTime. Donc, le fait de faire visiter un appartement à distance, c'est rentré en 3 ans, c'est rentré beaucoup plus vite dans la tête des gens. Et le dernier élément, c'est la hausse du prix d'achat. Aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, les gens n'ont plus d'argent, le logement c'est hyper tendu, le train ça coûte un rein, enfin, quel que soit le déplacement, deux. C'est mortel, même en voiture avec le péage et l'essence, ça coûte cher de se déplacer. Donc les gens comprennent, j'ai un service à 30 € qui va me faire gagner aussi du temps, ou j'ai la manière habituelle qui va me faire perdre 8 heures dans la journée, 400 €, je fais quoi en fait? Et nous, le Covid a beaucoup accéléré pour que les gens réalisent ça beaucoup plus vite en digitalisant et grâce, entre guillemets, à la période Covid où d'un coup, tous ces services-là, c'est devenu plus habituel pour les gens. Le temps passe sans transition. Oui. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder? Parce qu'il faut aussi qu'on... j'ai les enfants à aller chercher. Ah oui. Juste pour vous prévenir qu'on a une mise à jour qui arrive bientôt sur l'application MyVisitor qui va permettre d'accompagner encore plus de personnes, que ce soit des familles, des professionnels. On travaille aussi maintenant avec les agents de relocation et avec les agences SIMO. Donc aussi, voilà, s'il y a des gens dans ce secteur-là, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Parce qu'on a grandi nos services, on a grandi notre champ d'expertise. Donc, je suis ravie d'annoncer qu'il y a une mise à jour MyVisitor V3 qui arrive d'ici très très peu, au plus vite. Au plus vite. Le temps qu'on sorte cette vidéo, ce sera fini. Elle sera disponible, ça se trouve. Je suis un très mauvais monteur. Alors, ça peut, c'est possible. Alors justement, teasing, allez vous rendre sur l'application MyVisitor pour voir si, entre-temps, la mise à jour est sortie. Voilà. Mais merci Gilles, franchement, pour cette invitation. Moi, je suis trop contente. C'est un autre sujet auquel tu voulais... Je ne sais même pas quelle heure il est. Non, je voulais te remercier. C'est Léna qui m'a dit vas-y, fais des réseaux, c'est rigolo. Et c'est elle qui m'a donné mes premiers conseils. Et c'est même pas une blague, c'est pour de vrai. Je me suis dit tu devrais y aller, c'est marrant et tout, amuse-toi. Puis je me souviens de la gueule qu'elle tirait quand tu as vu les premières vidéos qui ont explosé. Elle t'a fait mais. C'était génial. C'est grâce à toi. Non, je suis trop contente. Et c'est vrai que j'ai rencontré plein de gens, tu vois, et ça. Pour quelle raison moi je suis sur les réseaux sociaux? C'est que j'ai fait ma crise de la quarantaine. Et en gros, plutôt que de divorcer, m'acheter un bateau et faire n'importe quoi, tu vois, je me suis dit, mais en fait, je comprends pas la société actuelle, je comprends pas les réseaux. Et comment je vais comprendre mes enfants dans 20 ans? J'y arriverai pas. Donc, je vais essayer quand même de me renseigner sur comment ça marche là, ici, maintenant. Avant de me dire que les cassettes vidéo et les DVD c'était bien et que Netflix c'est quoi. Tiens. Et voilà. Ouais, et en plus, tu avais une vraie expertise à les emmener. Enfin, moi, j'ai tout de suite vu le sens, tu vois, de ton expertise. C'est mon patron. Non, mais après, tu avais aussi, tu avais le mental, tu étais prêt. On voyait que tu étais prêt à investir du temps, de l'argent, quelque chose. Tu vois, c'était pas une lubie qui t'a juste saisi comme ça et qui allait à fond. Et aujourd'hui, tu as une vraie communauté, tu as des vidéos qui ont des millions de vues. Enfin, tu es vraiment allé au bout. Et c'est pour ça aussi que, enfin,
t'as tout fait pour que ça fonctionne et c'est admirable de se dire ok, t'as pas juste eu l'idée, tu l'as accomplie, tu l'as exécutée, comme on disait, de A à Z. Ouais, mais en fait, c'est que j'avais parié avec mon collègue Pierre. Non, c'est une énorme connerie, mais c'est vrai. Qui faisait le tour du pâté de maison Porte-Jartel. Si t'avais Si j'arrivais à avoir 30 000 abonnés en moins de 3 mois, il s'est pissé dessus. Parce que j'étais à 15 000. Il s'est pissé dessus. C'était très très drôle. C'est tout. Mais je me rappelle même quand tu disais non mais moi c'est sûr, je vais y arriver, il n'y a pas de raison et tout. On disait mais oui, bah vas-y, et preuve en est, bah c'est le cas. Donc comme quoi il faut aussi être le premier à croire en soi, ça c'est hyper important. Parce que si tu ne crois pas en toi, bah, comment tu veux que les autres le fassent, c'est compliqué. Donc tu as cru en toi, tu t'es donné les moyens, et voilà, et tu les as épatés. Ouais. C'est mes premières vidéos. Il y a une copine qui me dit regarde, je suis touché fort. Tu veux de l'eau? On a dit. Dis donc. C'est le climat humide de bord. 17h. Il est 16h47. Enfin, je dis aïe. Ouais, je l'avais pas vu. On parle. Je parlais de quoi, je sais plus. On parlait de croire en soi et que... Oui, au début, moi, pour faire 10 vidéos qui étaient nulles, que j'ai même pas sélectionnées, j'ai mis 1 mois. Et c'était moi plus une pote qui m'aidait, 1 mois complet pour faire uniquement 10 vidéos. Alors, je donne une astuce ici, là. Non, on filme. Maintenant, il existe, on peut dire, c'est pas trop grave, Opus Clip par exemple. Donc on fait un podcast, on discute de plein de trucs et ça va nous découper en plein de vidéos. Donc on fait une super vidéo et après, vous aurez des petits morceaux et vous pourrez aller voir la vidéo complète. Il y a plein de youtubeurs qui font ça aussi, ouais, c'est ça, qui teasent en fait sur les réseaux. Ça permet faire 2 vidéos par jour. À un moment, je faisais ça, mais j'y passais 3-4 heures. C'est pas possible. Alors que là, tu vois, de faire une vidéo longue ou en plus avec des gens que j'apprécie, tu vois, qui m'ont aidé, merci, My Visitor. Mais ceci n'est pas, comment on dit, c'est quoi le disclaimer? C'est pas une pub. C'est pas un placement de produit. Truc commercial, je sais pas quoi. C'est pas une collaboration commerciale. Voilà, c'est vraiment une pote. Hein. Et sur le coup, tu vois, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Sur la confiance, ta pote. Ah oui, les vidéos, ouais. Maintenant, tu vois, je coupe en vidéo, je mets sur Opus Clip, là, c'est mode podcast, donc on peut écouter, ou arrêter avant. Et toute la vidéo, et après, tu as des petites vidéos qui sortent. Et sur le coup, ça te fait économiser beaucoup de temps, ce qui me permet de faire autre chose. Alors, ça marche beaucoup moins bien que des vidéos spécifiques. Quand tu fais une vidéo spécifique d'un sujet précis, tu vois, tu parles vraiment de ça. Oui, mais au moins tu peux aller venir sélectionner une partie de l'interview qui va être bien et monter selon les codes des réseaux sociaux en fait. Plutôt que d'avoir une interview télé, horizontale, hyper longue, là ça va tout de suite l'adapter format réseaux sociaux en mettant les sous-titres et en adaptant le visuel pour que ce soit... parce que visuellement on ne regarde pas une même vidéo YouTube qu'un Reels ou un TikTok. Et en fait, ça fait tout ce travail d'adaptation. Et c'est vrai que derrière, avec une énorme vidéo longue, filmée plutôt type YouTube, en fait, tu peux te faire 15 vidéos TikTok ou Insta avec. Ouais. Et c'est vrai que ça permet, comme on disait tout à l'heure, on a tellement de choses à faire au final dans la vie d'entrepreneur qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus passer autant de temps sur tes vidéos et tu es obligé, si tu veux développer autre chose à côté, de trouver des manières de faire plus en moins de temps. Ouais. Et ce qui est difficile, c'est que maintenant, je regarde un peu les réseaux. Alors, je consomme pas, mais je regarde l'évolution, tu vois. Quand je regarde une vidéo. Pas. Non, c'est pas. Ça n'assume pas. À part le joueur du grenier, Bob Lennon, tout ça. Les vieux, quoi, de mon âge. Mais ce que j'ai, c'est que je regarde souvent pour voir qu'est-ce qui se fait, quoi, comment, et je me rends compte que je suis déjà has-been. C'est que maintenant, il faut être sur Snapchat. J'ai pas du tout le bon format. Ah ouais, Snap, non mais voilà, moi aussi, c'est un autre monde. C'est encore un autre monde. Et il faut être sur Twitch en live, mais j'ai pas le temps physique avec tout ce que je fais en live. Après, tu peux faire des lives sur les lives TikTok, c'est très bien aussi. Live Twitch, c'est vraiment particulier. J'en ai parlé avec mes frères et sœurs parce que du coup, j'ai la chance d'avoir des frères et sœurs nés en 2012, 2009, 2006, donc qui me mettent même 2002, 2004 à la pointe. Et en fait, Twitch, c'est vrai que toi et moi, on a moins de sujets. Encore, ça se pousse un peu plus. Je vois des gens comme Samuel Etienne qui font des revues de presse et tout sur Twitch.
Mais c'est vrai que toi, dans la santé, moi, dans le logement, c'est pas des sujets qui sont très prenants Même toi, sur Twitch, quoi. moi j'ai parlé de quoi? De l'entrepreneuriat, Ouais, mais moi, oui, c'est ça, on parle d'entrepreneuriat ou quoi, je suis pas sûre. Alors que sur TikTok, encore, les lives sur ça, j'ai l'impression que ça peut plaire. J'en ai fait qu'une seule fois et j'ai eu un commentaire dans le live me disant ça change du contenu qu'on voit, super et tout. Ça m'a donné envie. La seule problématique, c'est que c'est le soir, forcément, que c'est long. Si tu fais pas un live de 10 minutes, en général, c'est au moins 1 heure, j'ai l'impression. Et enfin, je sais pas, genre, t'es là. En fait, j'ai du mal à me dire tu parles, mais du coup, il n'y a personne. Et si les gens commencent à arriver et que tu veux qu'ils entendent ce que tu as dit avant, enfin, tu peux rester, c'est que superficiel. Non, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des lives, tu vois, j'ai essayé aussi. Et j'ai des lives de 45 minutes, 1 heure, tu vois. Okay. Mais en gros, ce qui se passait, c'est que des gens me posaient des questions, mais tu réponds, et l'autre personne te pose encore une question, tu réponds, ouais. et c'est la même. Ça, mais il faut qu'il y ait des... Ah oui, voilà, ouais, c'est ça. Donc oui. moi, ce que je faisais, c'est que c'est pas grave, hein. Je voulais parler d'un sujet, je parle de mon sujet. Et donc là, tu vois, moi j'étais monté jusqu'à... J'avais 120 personnes qui me regardaient, tu vois. Et quand je parle de mon sujet, on tombe à 30. Mais au moins, c'est 30 personnes qui sont intéressées. Oui, qui savent vraiment. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours mieux. Une 30, c'est une salle de classe, hein. Ben moi, ça me va, hein, ça m'a lu. Je trouve ça chouette. Très bien. Tu avais les gens qui, à l'époque, c'était le lundi, je faisais ça. Tu avais les gens qui voulaient en apprendre plus sur la prévention, tu vois, et l'ergonomie. Et puis j'étais là, je mettais ma caméra, et puis je leur montrais comment dans le siège, en machin. Mais ouais, pareil, moi j'avais une centaine de personnes là, alors que j'avais rien préparé. Juste un jour, je l'ai lancé. Et je me suis dit, justement, on va essayer d'aller chercher des gens qui me connaissent pas. Ouais. Et en fait, j'étais bah voilà, j'ai gagné Biebo, j'ai gagné French Tech Tremplin, je fais partie des 100 femmes que Orange accompagne chaque année dans l'entrepreneuriat, je suis pépite start-up de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, voilà, j'ai peut-être 2-3 trucs à vous apprendre sur l'entrepreneuriat, posez-moi des questions, des trucs. Tu vois, moi c'est plus, je suis papa, je change les couches, mon petit m'a fait pipi dessus, tu vois, j'ai pas grand-chose à dire, quoi, ça fait pas rêver, ça fait rêver, ça. Non, mais ça fait rêver. En tout cas, ça attise la curiosité. Ouais, comment t'es passé de l'idée? Mais regarde, toi, ça pourrait être pareil. Comment t'es passé de l'idée à la concrétisation? Je pensais que ça marcherait, moi. Ah si, je pense que si, ouais. C'est trop complexe, non? Bah, tu peux le mettre de manière générale, genre vraiment, moi les gens par exemple, tout le monde n'est pas sensible au fait de créer une application dans le logement, mais tout le monde est sensible mais comment t'as fait, t'as eu l'idée aujourd'hui, toi la semaine prochaine t'es au Festival de Cannes pour présenter ton jeu, alors que tu l'as imaginé il y a quoi, il y a même pas 2 ans, quoi, enfin donc ouais, même bien moins, tu vois. Enfin non mais concrétiser, vraiment, lancer... Oui, mais avec ton 5 ans, mais avec ton... Quand j'ai décidé de le faire, c'est 1 an. Voilà, exactement. Moi, je parle vraiment au moment où, allez, on se lance. J'ai fait, c'est maintenant, là, je joue avec mon jeu, avec mes neveux, avant qu'ils soient ados et qu'ils jouent qu'aux consoles de jeu. Là, ils ont entre 8 et 12, c'est maintenant. Voilà, donc en 1 an, t'es passé de je concrétise à j'applique. Ouais. Et c'est ça que les gens, ils veulent aller chercher. Comme ce que t'expliquais derrière, comment t'as fait pour imaginer les règles, comment t'as fait pour trouver quelqu'un avec qui t'associer pour faire les dessins, comment t'as fait pour en entendre parler, comment t'as fait là pour avoir un stand au salon de Cannes, ouais. Tu vois. En fait, comment t'as fait, mais en plus les gens ils vont être en mode, mais attends, mais je comprends pas, t'es kiné et tu fais des jeux de rôle, mais alors mais comment tu connais pas le monde de l'édition, comment t'as trouvé des gens pour éditer? Voilà, et en fait ça, c'est des choses, peu importe de quel milieu tu viens d'entrepreneuriat, ça intéresse les gens. Parce qu'on va tous avoir la même... Au final, tu as trouvé une associée, tu as trouvé des financiers, tu as trouvé des distributeurs, tu as fait de la communication. Et ça, que ce soit dans ton secteur ou le mien, c'était dur. On en a besoin. Tu as fait un site internet, tu vois, tu as fait... ça, c'était l'enfer. Je suis nul en internet. Et en fait, on a tous, que tu vendes une crème pour les peaux noires, comme mes potes de chez Miss Sophie, un jeu de rôle comme Apu ou une visite d'appartement à distance sur l'application My Visitor, en fait, on a les mêmes galères. Se faire connaître, créer un site, se fournir, s'associer, entendre parler. Et ça, en fait, ça va parler à tout le monde dans l'entrepreneuriat. Tous ceux à qui ça intervient. Je suis désolé, les amis, mais j'ai compté dans la tête mon temps à peu près. Il doit être 5h10. C'est ça? Ouais, je crois, à peu près, ouais. Et je vais aller chercher les enfants dans pas longtemps. Dans 5 minutes, je vais partir. Ok. Ça va être sur ça. Voilà, on disait jongler avec vie pro, vie perso, l'entrepreneuriat. Et et après, le truc, c'est qu'il faut apprendre. Voilà, il ne faut pas se démoraliser et c'est long et il faut prendre le temps. Quand tu prends le temps, tu progresses. Je ne suis pas le plus intelligent du monde, hein. Mais moi, ce que je dis dans ma famille, tu vois, c'est que les baumés, c'est mon nom de famille, c'est Baumé. Les baumés, on est comme les virus.
On s'accroche. On est comme le Covid. Chaque année, on revient et toujours plus fort. Increvable. Tu vois, c'est bon, mais il faut apprendre ça. Bon, on va l'apprendre. Bon, il faut faire ça. On lève les manches. Bon, on va le faire. Bon, voilà. Merci Alena, My Visitor. Je rappelle, c'est une application qui va vous simplifier la vie si vous cherchez un appartement à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Si vous êtes des partenaires, n'hésitez pas à la contacter. Je mettrai en lien pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça marche parce qu'elle cherche des partenariats, à développer sa boîte pour permettre aux gens de ne pas avoir à parcourir le monde pour trouver un appartement. À coût de 30 balles. Exactement, c'est 30 ça. balles au lieu de perdre une journée. Allez-y. Un mot, tu veux dire Oui, je voulais te remercier. Merci beaucoup pour d'être venu. C'est un super concept que Gilou a développé, que ce soit sur son jeu, la chaîne de kiné, TikTok et le podcast maintenant. Et si vous avez, comme l'a dit Gilles, des questions sur l'entrepreneuriat, sur le logement ou quoi, n'hésitez pas à nous suivre. Ça serait avec grand plaisir qu'on vous accompagnera et qu'on sera là pour vous aider. Salut. Salut!